Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Miss, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnessmiss.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnessmiss.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ça soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. On va parler du cortisol qui se manifesterait un petit peu plus le lundi matin. On va parler d'exercice psychique, et de jeûne intermittent. Donc, je sais qu'en ce moment, la mode, c'est beaucoup à combien il faut faire de pas par jour, etc. Il y en a beaucoup qui disent que c'est le secret, le hack ultime pour enfin être sec, pouvoir manger ce qu'on veut. Enfin bon, bref, tout un tas de choses comme d'habitude. À chaque fois qu'il y a une mode, à chaque fois qu'il y a un truc, on le met, ça pourrait tout soigner, ça pourrait conduire, ça pourrait même faire aller l'être humain sur Mars, etc. C'est ce qui est, je vais pas dire stupide, mais on tombe à chaque fois dans le panneau. Ceux qui font du marketing le savent, hein. Quand un produit fonctionne bien, pour élargir le champ d'action, on ajoute un petit peu des choses que le produit pourrait améliorer. Là, pour le coup, c'est la marche et c'est vrai que marcher, c'est bien, mais marcher, enfin, quand, pour ceux qui font un travail, et qui font beaucoup de pas quotidiens, ils se rendent bien compte que c'est pas ça qui les a rendus secs, hein. C'est l'addition de 3 choses, 3 voire plus, même 4, qui ont fait qu'ils ont réussi à sécher. Par contre, pour des gens comme vous, vous faites certainement déjà du sport, de la muscu, attention à la diète et tout et par rapport au nombre de pas quotidiens, vous savez pas combien il faut en faire? Parce qu'il y en a qui disent 10 000, 12 000, 15 000. Moi, par exemple, le chiffre exact, c'est 7 710 et pourquoi? Parce que j'ai un calculateur qui permet de savoir exactement le nombre de enfin exactement, c'est jamais exact, mais c'est quand même plus précis que de dire 10 000 pour tout le monde. Moi, ce calculateur me permet de savoir combien je dois en faire de pas par jour, par rapport à la quantité de muscu que je fais, à tout un tas de choses, en fait. Mais surtout, si je veux perdre, par exemple, 2 kilogrammes de graisse dans les 2-3 mois, même moins que ça, dans le mois, on va dire, et je rentre mon objectif dans le calculateur et ça me dit: «OK, donc tu dois faire exactement ce nombre de pas quotidiens si tu veux perdre, ces 2 kilogrammes de gras en 1 mois». Donc moi, chez moi, c'est 7 710 par rapport à mon mode de vie, à divers, facteurs et je vous l'ai mis, d'ailleurs, ce calculateur avec tout un cours sur le nombre de pas à faire au quotidien. Donc vous l'avez dans les notes de cet épisode. Ça s'appelle «Combien de pas par jour pour perdre du poids?». Je suis très fier de enfin moi, il me sert beaucoup le calculateur. Du coup, le chiffre que j'ai obtenu, je l'ai paramétré dans ma montre et mon téléphone comme objectif quotidien et ça me permet d'être sûr, d'être toujours dans une phase, brûlage de graisse, en tout cas, par rapport à mes objectifs. Après parce que là, c'est la période d'été, donc je serre un peu la vis. Sortie de l'été, donc fin août, j'enlèverai l'objectif, je le mettrai en maintien, en fait. Plus besoin d'être, en déficit, en tout cas en objectif de perte de poids, quoi. Donc vous aurez plus besoin de vous baser sur des estimations, on saisit son profil et on reçoit directement son objectif de pas et après il y a juste à le programmer, dans son téléphone ou dans sa montre, ou dans son bracelet d'activité ou autre, comme objectif quotidien, au lieu de laisser un algorithme ou je sais pas trop quoi, penser à notre place, quoi. Là, c'est basé vraiment sur, des choses que nous, on fait, les objectifs qu'on a,
qui sont parfois, des objets quand on est en mode fitness, on n'est plus dans les objectifs tout le temps forcément santé, parce que marcher, c'est bon pour la santé, hein, mais être fit, avoir les veines sur les abdos et tout, là, vous demandez à n'importe quel IA ou tout ce que vous voulez, la logique, il comprend pas, quoi. C'est, un truc esthétique, donc il y a un léger, enfin, il va comprendre, mais pas comme nous, on va comprendre au niveau émotionnel, quoi. Voilà. Donc allez voir, je vous ai mis le lien, ça s'appelle «Combien de pas par jour pour perdre du poids?» Voilà, avec calculateur inclus. Alors, le stress du lundi laisse une empreinte durable sur notre biologie, selon une étude, dirigée par l'équipe, du professeur Tahrani Chandola de l'université de Hong Kong. Le stress ressenti le lundi s'imprime durablement dans notre organisme, peu importe si l'on travaille ou non. Donc les personnes qui déclarent une anxiété particulière en début de semaine affichent 2 mois plus tard un niveau de cortisol, donc l'hormone du stress, 23% plus élevé dans leurs cheveux que ceux qui stressent davantage un autre jour. Ce marqueur biologique du stress chronique, bien connu pour augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, ne concerne pas que les actifs, les retraités ne sont pas épargnés, montrant que le lundi agit comme un véritable amplificateur culturel du stress. Donc c'est ancré dans nos rythmes sociaux. L'étude rappelle qu'en Angleterre, le lundi est associé à une hausse de 19% des infarctus par rapport aux autres jours. Or, ce n'est pas tant l'intensité du stress le lundi que la réaction biologique à ce stress qui pose problème. Seuls 25% de l'effet observé sont dus à un ressenti d'anxiété plus fort ce jour-là. Le reste provient de l'impact biologique disproportionné du lundi. C'est la première fois qu'on démontre que le lundi, plus qu'un autre jour, dérègle profondément l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ce chef d'orchestre des hormones du stress. Alors, il y avait déjà eu, et d'ailleurs là ils en parlent pas, mais il y avait déjà eu des observations qui avaient été faites sur le sujet, notamment, et l'hypothèse était celle du sommeil. C'est-à-dire que le sommeil, vous avez un sommeil très bien rythmé toute la semaine. Le week-end, vous le décalez souvent un petit peu en avant, c'est-à-dire que vous allez vous réveiller plus tard le samedi, plus tard le dimanche, et d'un coup, il faut reculer, se lever plus tôt le lundi matin. Et ça peut avoir des impacts assez significatifs sur l'humeur et tout. Et une des hypothèses, c'était que ces problématiques de crise cardiaque et tout du lundi viendraient parfois de ces sommeils perturbés. Là, par contre, c'est autre chose. Enfin, c'est autre chose. Ça peut s'additionner à ça, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est que j'ai écrit un article que vous pouvez aller voir d'ailleurs, qui s'appelle «Le syndrome du boulot irritable». Vous tapez «syndrome du boulot irritable» sur Google, ou sur mon site, vous trouverez assez facilement. Mais c'est vrai que quand vous avez beaucoup de stress le lundi matin, alors on a tous une dose raisonnable de stress, mais de stress positif pour attaquer son boulot parce qu'on l'aime, parce que voilà, on a de l'énergie, de l'entrain et tout pour y aller. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont pas bosser avec la banane, ou avec, enfin, pas forcément le sourire. On va pas travailler avec le sourire, on va travailler avec de l'entrain, de la motivation, de l'envie de faire progresser la chose. Il y en a beaucoup, c'est pas le cas. Ils vont travailler parce qu'il faut payer les factures, enfin voilà. Et globalement, heu, c'est plus rare de trouver des gens qui ont un travail passionnant que des gens qui ont un travail, alimentaire ou autre. Donc c'est pour ça, ça sert à rien de culpabiliser, de se dire: «Oh là là, j'ai raté machin». C'est ce que j'appelle moi le syndrome du boulot irritable. C'est un boulot qu'on fait, j'en ai eu, hein, moi par le passé, un boulot qu'on fait pour payer les factures, pour, remplir le frigo et puis pour, enfin voilà, pour avoir, une une forme de, enfin c'est vraiment dans la tête, hein, une forme de sécurité de l'emploi, mais c'est pas du tout un boulot qui nous épanouit ni rien. Donc forcément, quand on a ce genre de job, on souffre de ce qu'on appelle, le stress du lundi matin, qui disparaît, hein. Quand vous avez un travail après, enfin, c'est pas un travail qui vous passionne, c'est un travail qui a du sens pour vous. Et allez voir honnêtement cet article que j'ai écrit, donc «Le syndrome du boulot irritable». Je vais vous le mettre là dans les notes de l'épisode, au niveau de ce chapitre du podcast.
Je vous l'ai mis à la fin du résumé de cet article-là, là, du stress du lundi. Ça s'appelle à lire aussi. Souffrez-vous du syndrome du boulot irritable avec le test inclus. Donc, c'est un article à lire avec un petit test à faire en plus. Donc, je vous invite à aller voir les notes de l'épisode pour voir ça. Oui, donc je reprends, les problématiques avec le boulot, c'est des choses qui peuvent s'imprimer, c'est des choses qui peuvent, faire monter on s'occupe souvent, vous savez, de faire de la respiration, du machin, alors ça, c'est bien pour le stress aigu. Par exemple, vous vous mettez trop en colère, ou vous avez un stress, aigu et maintenant, ça peut être intéressant de faire des méthodes, d'avoir des approches de régulation, comme la respiration, heu, la relaxation, la méditation, toutes ces choses-là. Mais quand c'est quelque chose qui se répète en permanence, la meilleure solution, c'est l'action. Et quand je dis l'action, c'est prendre des actions qui permettraient de réduire l'impact des moments stressants dans sa vie. Donc si, par exemple, tous les lundis matins, voire même je serais curieux d'avoir le cortisol des gens du dimanche soir, parce qu'il y en a, ils partent carrément en déprime le dimanche soir, hem, d'avoir, d'alléger ça, parce que c'est toutes les semaines, 52 semaines par an, de vivre ça, c'est quand même chiant. Enfin, peut-être un peu moins parce que les jours de vacances ou de jours fériés, peut-être que ça se manifeste pas. Mais, eux, ils parlent du boulot, de ce stress du lundi matin et que 23 plus élevé dans leurs cheveux et cetera, chez les individus. Moi, je sais pas si c'est pas l'école qui commence ça, hein. Parce que le lundi matin, l'école, l'école, le collège, le lycée, tout ce que vous voulez, c'était pas, réjouissant pour tout le monde non plus, quoi. Si on trouvait pas du sens à étudier, si on n'arrivait pas à comprendre l'intérêt du truc, c'était long, quoi. Et le lundi matin, ça nous paraissait, à une certaine distance quand même le vendredi soir, quoi. Donc, est-ce que les effets du cortisol se sont pas imprimés, très tôt dans la vie, quoi? Le lundi matin. Et pourquoi j'avais envie de partager ça? Parce que on voit que ces empreintes, elles peuvent rester. Un petit peu comme quand vous allez faire vos courses le samedi, parce que vous n'avez pas eu le temps la semaine et que vous vous retrouvez face à des retraités qui font aussi leurs courses le samedi. Vous vous dites: «Mais c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont là le samedi? Ils peuvent pas y aller un autre jour de la semaine?» Eh ben non, parce que ça s'appelle les habitudes. Et quand toute votre vie, vous avez fait la même chose, les mêmes gestes, le même rythme et tout, eh ben des fois ça continue, même si vous êtes à la retraite, et d'être stressé le lundi matin, vous avez beau être à la retraite, et ben ça continue si pendant toute votre vie vous avez été à la retraite. Enfin à la retraite, ça aurait été bref, heu, stressé quoi, vous avez compris. Donc et après il faudrait voir si en fait le corps imprime des réactions physiologiques hors facteur déclenchant. C'est ça qui est intéressant. Enfin si, le facteur déclenchant, c'est le lundi matin. Mais il y a pas besoin d'aller bosser, quoi. C'est quand même là. C'est intéressant, donc il faudrait prendre des mesures pendant, je sais pas, peut-être 15 jours, 3 semaines, un mois, pour rendre le lundi la meilleure journée de la semaine. Si vous êtes à la retraite, je sais pas, hein, rendez votre lundi quelque chose de super, en fait, quelque chose d'hyper désirable pour, essayer de gommer cette empreinte, stressante dans le cerveau, quoi. Parce que vous savez que le stress s'imprime dans le cerveau, c'est pas pour rien, hein. C'est parce qu'il y a eu un danger, un risque, quelque chose, donc le cerveau se souvient que dans les parages ou à telle période de l'année ou bah, le lundi matin, il a détecté ça comme un danger, quoi. Donc il l'imprime et vous avez beaucoup moins de chances d'imprimer le bonheur, hein, par contre. C'est souvent le stress et tout. Parce que le bonheur, ça veut pas dire grand-chose. Et pour la survie, quelqu'un d'heureux et d'épanoui en permanent, hyper dans le bonheur, il est assis sur son rocher et il meurt de faim, en fait, quoi. Alors que quelqu'un de stressé et tout ça, c'est quelqu'un qui est guidé, qui: «Ah, pas ici, mieux vaut là», machin, enfin, qui est alerte et tout. Donc le stress, nous permet de survivre et d'avancer dans la vie. Le bonheur, ça fait stagner, quoi. C'est, profitons de l'instant présent, alors je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais c'est pas un mode de vie par défaut. C'est des petites, des petits gravillons, déposés sur le chemin, au fur et à mesure de notre parcours, quoi. Mais si on n'oscille pas entre ces moments-là et les moments de stress, bah, on finit par être inadapté, en fait, à la vie, tout simplement, hein, puisque à vouloir vivre dans le bonheur en permanence, déjà, on n'y arrivera pas
et en plus de ça, on va se brûler les ailes, laisser passer les années et avoir des tas de regrets à un moment donné, quoi. D'ailleurs, c'est très triste, hein, quand on rencontre des amis d'enfance ou autres qui sont toujours au même point 20 ans après, donc qui arrivent à la quarantaine et qui sont plus ou moins dans la même situation. On se dit: «Là, il y a quand même eu il y a une bifurcation qui a été ratée, quoi». Il y a c'est la nostalgie, mais pas dans la tête, dans la vraie vie, quoi. On veut continuer à vivre comme avant. Triste. Bref, sauriez-vous reconnaître une noyade? Alors là, c'est une petite partie pédagogique, qui a été partagée par Science et Avenir. J'ai envie juste de la partager parce que quand je l'ai lue, je me suis dit: «Tiens, je m'attendais pas à ça, quoi». Donc au début de l'été 2025, les noyades sont en hausse de 58 en France par rapport à l'année précédente. Ce phénomène ne concerne pas seulement les enfants. Chaque année, près de 2000 noyades sont recensées dans l'Hexagone, dont un tiers sont mortelles selon les chiffres du ministère de la Santé. La plupart des témoins ne savent pas reconnaître une noyade, car elle ne ressemble pas aux scènes dramatiques du cinéma. En réalité, une personne en train de se noyer est souvent silencieuse, garde la tête à la surface et tente désespérément de respirer, sans appeler à l'aide. Les gestes clés, elle peine à garder la bouche hors de l'eau, agite les bras dans un mouvement réflexe et ne parvient pas à nager ou à crier. Donc bon voilà, après vous pouvez aller voir l'article, hein, il y a un test ou je sais pas trop quoi avec en plus, proposé par les sauveteurs, mais je tenais juste à en parler parce que c'est la période de l'été où on se baigne et tout et c'est vrai que on a tous l'image dans la tête de la personne qui se noie: «Au secours, je noie, j'ai plus d'air» et cetera. Or, si on ne sait pas comment on réagit dans ce cas-là, on pense parfois certainement peut-être à vouloir se sauver soi-même ou j'en sais rien, ou même l'énergie, le souffle sort plus, la peur nous coupe les cordes vocales. En gros, on n'arrive plus à appeler, à l'aide ou on ne croit pas qu'on va se noyer parce que la noyade étant une expérience unique, hein, si vous mourrez noyé, enfin ça arrive qu'une fois hein, et puis vous n'avez pas de souvenir puisque vous êtes mort. Donc du coup, c'est une expérience rare, inédite. Il y a des gens qui en sont sauvés et je pense qu'après ils sont soit traumatisés, soit ils savent exactement quoi faire, ils prennent leurs précautions. Mais c'est pour ça que les sauveteurs et tout, c'est un vrai métier, c'est pas juste, bronzer sous une guérite, avec un maillot de bain rouge, un quad et une petite planchette là. C'est vraiment être capable de percevoir quelqu'un qui va avoir un comportement, qui ressemble à ce que je viens de raconter, quoi. Donc si vous allez vous baigner à des endroits où il n'y a pas comment dire? De sauveteurs et tout, soyez vigilants, par rapport à ça parce que, la noyade, c'est quelque chose de voilà, ouais, bref. Je suis pas là pour faire la morale, hein, je m'en fous moi, hein, mais c'est juste, que d'être préparé à ça, moi j'avais une mauvaise image quoi. Je m'attendais vraiment à alors pas non plus à ce que les personnes hurlent, à la mort, mais d'avoir, au secours», d'entendre les gens quoi. Le cinéma m'avait induit en erreur. Pourquoi le contexte compte plus que l'exercice lui-même, pour la santé mentale? Donc la croyance populaire, donc ça c'est le troisième article, hein. La croyance populaire veut que bouger, peu importe la forme, soit bon pour le moral. Pourtant, une étude récente de l'université de Géorgie, publiée en 2025, juillet 2025, nuance ce constat. Les chercheurs ont passé au crible plusieurs types d'études, analyses épidémiologiques à grande échelle, essais contrôlés randomisés et revues sur les facteurs contextuels. Ce n'est pas simplement l'activité physique en elle-même qui améliore la santé mentale, mais surtout le contexte, le pourquoi et le comment on s'active. Ainsi, les activités pratiquées pour le plaisir, entre amis ou dans un cadre agréable, ont un effet bien plus bénéfique sur le moral que celles réalisées par obligation. Donc comme des corvées ménagères, quoi. Plusieurs études révèlent que les personnes qui pratiquent régulièrement un sport ou une activité physique récréative présentent des taux de dépression et d'anxiété plus faibles. Mais pour les activités imposées, comme tondre la pelouse ou marcher sous la contrainte, les bénéfices psychiques sont bien moindres. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls, hein. C'est toujours pareil, il y en a, il faut pas se rassurer comme, «Oui, mais lui, il mangeait sainement et il est quand même mort jeune, donc du coup, je mange n'importe quoi». Non, là, c'est la même chose, c'est pas parce que c'est moins bien que des activités physiques qui donnent beaucoup de sens, qu'il faut arrêter de marcher et tout. Mais par contre, quand, là, c'est un podcast, qui est un petit peu orienté quand même santé mentale, en tout cas un article sur 2, j'ai envie de dire. Heu, enfin un article, oui, là, celui-là, cet épisode en question. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'activité physique parce qu'ils savent que c'est
c'est quelque chose de bien pour leur santé mentale. Or, ils se mettent à un sport qu'ils aiment pas et donc du coup, ils se disent: «Mais moi, je vois aucune différence». Et c'est normal parce que on ne réagit pas tous aux mêmes choses. Il y a des gens, par exemple, moi, dans mon entourage, je connais des gens qui sont incapables de faire du sport de manière seule et isolée. Ils trouvent pas de sens à faire ça, ils ont besoin d'avoir un petit groupe, de pouvoir faire du sport entre eux, d'avoir un rituel à la même heure et tout, voilà, et ça donne du sens et tout, et là, il va y avoir un puissant effet sur la santé mentale. Ces mêmes personnes, vous les mettez, à faire leur sport à un autre horaire de la journée et sans leur, partenaire de salle ou partenaire d'entraînement ou peu importe, et ben, ils vont pas avoir les mêmes bénéfices sur la santé mentale. C'est un tout, c'est un contexte, et donc si vous vous forcez à faire du sport parce que quelqu'un vous a dit: «Il faut faire du sport pour la santé mentale», vous n'exploitez pas tous les bienfaits en fait, hein, c'est, des avantages sur la santé, psychique, si vous faites un sport qui vous convient pas, ou par exemple si pour vous, vous entraînez, en salle, ça donne du sens, c'est bien, vous aimez bien voir du monde et tout, et que vous vous forcez à vous entraîner en home gym parce que vous avez investi, bon, bah, voilà. Déjà notez, est-ce que vous êtes, en meilleure forme psychologique depuis que vous êtes en home gym ou quand vous étiez en salle de sport? Admettons, hein. Et là, vous pouvez voir si le sport, vous avez besoin de le faire en groupe ou non, quoi. Moi, personnellement, ça m'impacte pas, c'est plutôt l'inverse. Je préfère faire du sport, d'avoir mon autonomie et tout. Mais, mais après, par contre, c'est vrai que si, j'irai pas faire une descente de canoë-kayak tout seul. Et j'aimerais bien, le partager avec des potes. Donc, alors qu'il y en a, ils prennent leur kayak ou leur canoë ou j'en sais rien. Je dis ça parce que je vis dans le sud de la France et il y a beaucoup de descentes comme ça. C'est une activité, qu'on peut faire ici, mais il y a des gens, ils s'en foutent, ils vont le faire. Pareil pour le vélo. Moi, le VTT ou le vélo de route ou quoi, je préfère le faire avec un pote. Il y en a, ils préféreraient le faire tout seul parce qu'il y a leur rythme et tout. Donc dans chaque sport, on peut avoir une préférence et il faut se connaître tout simplement, savoir se dire: «Là, j'ai fait une bonne séance, pourquoi? Bah, parce que j'étais avec, les amis, les machins». Donc ce n'est pas simplement l'activité physique en elle-même qui améliore la santé mentale, mais le contexte, le pourquoi et le comment on s'active. Et encore une fois, donner du sens à sa pratique. Donc ça, le mot sens, pratique, et cetera, j'en ai beaucoup parlé sur le site. Si vous tapez ces mots-clés dans la barre de recherche, vous allez trouver, hein. Donner du sens à sa pratique, je crois que ça s'appelait, comme ça, une vidéo que j'avais pu faire. Mais c'est encore une fois quelque chose d'important parce que les modes, je vais dire, essayent de vous faire croire qu'on a tous les mêmes valeurs, on met tous du sens aux mêmes endroits, et ça essaie toujours d'imposer les modes à tout le monde. C'est-à-dire, CrossFit, pendant une période, c'est tout le monde devrait aimer le CrossFit, puis après tout le monde devrait aimer la muscu au poids de corps, puis après tout le monde devrait aimer la musculation en salle, après tout le monde devrait aimer les cours collectifs. Non, non. En fait, tout ça, ce sont des outils qui peut-être que, je sais pas moi, vous êtes, avec des collègues de bureau, vous décidez de faire du sport. Bon, ben, il y en a un qui va préférer la muscu classique, l'autre, il va préférer le crossfit et le dernier, il va préférer aller courir. Ça veut pas dire que vous pouvez pas aller à la salle en même temps. Il y en a un qui sera plutôt dans les cours crossfit à la salle, l'autre dans la salle, version muscu, et le dernier, il sera sur son tapis de course. Mais il faut pas aller contre sa nature, contre son désir, quoi. La base des sports, c'est celui qu'on aime. C'est-à-dire, il y en a toujours qui disent: «La base, c'est la muscu», ou d'autres qui disent: «La base, c'est le cardio». Non, non, il y a pas de ça qui tienne. La base, c'est celui que vous aimez, qui donne du sens pour vous. Ça sera beaucoup mieux parce que c'est celui que vous allez pouvoir tenir sur les années, avec passion, avec entrain. Vous allez pouvoir aider les autres à s'y mettre parce que vous le connaissez, vous le maîtrisez, vous en avez fait les contours précisément de ce sport. C'est quelque chose qui vous anime, vous aimez bien aller, je sais pas, à GoSport, enfin GoSport, ça n'existe plus, Intersport, Sport 2000, Décathlon et tout, dans le rayon en question de ce sport-là. Pour certains, c'est la pêche, d'autres, enfin la pêche, quoique la pêche sportive en mer, c'est un peu sportif quand même, hein. Mais je vais prendre plutôt la course à pied, le VTT et tout. Quand vous êtes dans ce rayon-là, vous pouvez y rester des heures, quoi, et ça, c'est votre sport passion. Après, ça n'empêche pas de faire, de la musculation, et je vous recommande de le faire d'ailleurs, en parallèle. Et pour certains, c'est la musculation, le sport passion. Pour moi, par exemple, c'est si vous me mettez à Décathlon, le rayon où je vais passer le plus de temps, ça va être le rayon des kettlebells, des barres, des machines et tout. Surtout que les rayons ont bien évolué depuis que j'ai démarré, et puis aussi le rayon des fringues, liées à la pratique.
pour, me dire: «Ah tiens, ça doit être pas mal pour courir, ça doit être léger», parce que oui, je cours, un peu aussi, donc ça sera aussi un peu le cardio. Mais moi, c'est plus cardio fitness, c'est pas cardio, je fais pas de trail ni rien, quoi. Bref, on va dans les et ça donne des indications, quoi. Dans quel magasin vous êtes pas capable de pour que ce qui donne du sens, moi, par exemple, vous me mettez à Cultura ou à la Fnac ou quoi, je suis capable d'y rester enfin, plus d'une heure à regarder les choses. Bah, c'est quand même un bon indicateur de ce qui donne du sens dans ma vie, quoi. Il y a un truc, observez les magasins où vous passez le plus de temps et vous pouvez avoir une piste sur ce qui donne du sens pour vous ou non, quoi. Et il y a pas de jugement, quoi. Si c'est un magasin de comics book ou de jeux vidéo, peu importe, c'est pour vous ce qui donne du sens. Il y a pas de jugement. Si c'est un magasin de bricolage, c'est pareil. Si c'est un magasin de j'en sais rien moi, de fringues en particulier, vous restez plus longtemps dans les sous-vêtements que dans les vêtements. Peu importe, il y a un truc à chaque fois ou de la déco, peu importe. Bon, le jeûne 5-2 versus chrono-alimentation versus restriction continue, lequel gère le mieux la glycémie et la perte de poids? Donc une étude randomisée chinoise présentée au congrès 2025 de je sais plus trop quoi d'ailleurs, est très reprise dans la presse scientifique populaire et elle compare 3 stratégies caloriques chez 90 adultes avec obésité et diabète de type 2. Donc le intermittente énergie restriction, donc IER, façon 5-2, 2 jours à forte restriction, 5 jours alimentation normale contrôlée. Ensuite, il y a le Time Restricted Eating, TRE, avec fenêtre d'alimentation de 10 heures. Euh, ah non, avec une fenêtre de 10 heures par jour où on s'alimente et le reste du temps où on jeûne. Et le troisième protocole, c'est où on est en restriction calorique quotidienne modérée. Donc, vous savez, la restriction calorique standard, quoi, où il n'y a pas de période de jeûne et d'alimentation, c'est juste on est en dessous de ses besoins. Alors sur 16 semaines, tous les groupes ont amélioré l'HbA1c, donc vous savez le marqueur là par rapport au diabète et tout, mais également le poids. Mais c'est le jeûne 5-2, donc 2 jours à forte restriction, qui s'est démarqué, donc une meilleure baisse de la glycémie à jeun, meilleure sensibilité à l'insuline, les triglycérides plus basses, heu et une meilleure adhérence. Donc, adhérence, ça veut dire, les gens suivent mieux la diète, à hauteur de 85 des testés. Alors ils étaient 90, hein, de mémoire. Les hypoglycémies enfin en tout, il me semble, hein, oui en tout. Les hypoglycémies légères ont été rares et comparables entre tous les groupes, donc c'est pas parce que vous mangez pas, enfin voilà. Les taux d'abandon étaient les plus faibles dans le groupe 5-2, encore une fois. Pour ceux qui veulent perdre de la graisse tout en améliorant la gestion glucidique, le 5-2 encadré pourrait être un levier intéressant. Alors c'est quoi? Enfin c'est eux qui en alors ça a été publié dans endocrine.org, hein, vous avez le lien. Donc ça, c'est jour, le jeûne 5 on entend beaucoup parler du jeûne intermittent et tout, vous savez, 16-8, qui est une façon de faire le jeûne, une manière intermittente de faire le jeûne sur 24 heures. Le jeûne 5-2, c'est un jeûne qui est en journée par semaine. Donc 2 jours par semaine de forte restriction calorique, suivi avec 5 jours de alimentation à maintien. Donc ça veut dire que mais par contre les 2 jours à forte restriction, c'est soit jeûne total pour certains, soit c'est des jeûnes avec, des alimentations mimant le jeûne avec, 600, 700, 800 calories maximum. Il y a des gens chez qui ça tient parce que, ils peuvent mettre un gros coup de collier 2 fois par semaine, mais le reste du temps, ils mangent à maintien. Et puis, c'est pas des restrictions assez longues pour déclencher des TCA, quoi. Alors, vous allez toujours me trouver une personne qui va dire: «Si, moi ça me déclenche des TCA», mais globalement, là, c'est pas le cas. Dans les études, l'observation, c'est pas le cas. C'est plutôt les TCA, vous savez, la boulimie, l'hyperphagie, ça survient plutôt après, 15 jours, 3 semaines où on essaye de vraiment serrer la vis et d'un coup, bam, on explose en plein vol et surtout quand le régime, la confiance baisse et là, on se dit: «À quoi bon?» Le «à quoi bon» et le foutu pour foutu, ça, c'est les 2 choses, on n'a qu'une vie aussi, vous pouvez ajouter tous ces trucs-là. Ça, c'est un fourre-tout, très dangereux quand on essaye d'avoir les abdos apparents, quoi. Mais bon, voilà, il y en a, si le jeûne intermittent, vous savez, sauter le petit déjeuner, ça vous convient pas, mais que vous avez envie quand même de profiter des effets du jeûne, au niveau métabolique, le 5-2, il marche bien aussi et après vous allez me dire: «Mais comment je fais? Je fais de la muscu, machin, de manger aussi peu». Oui, non, mais attends, aussi peu, 2 jours par semaine.
Il suffit de les mettre les jours de repos ou les jours où tu vas marcher, tranquille. Tu les mets pas les jours, où tu fais les squats, les soulevés de terre, ou le développé couché lourd, hein. Tu les mets les jours où tu es peinard, quoi. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de faire des jours légers en calories, même avec, des grosses séances de muscu. On tient, hein, faut arrêter. La der Hier, quand j'étais courir, donc j'étais en train de courir, d'ailleurs, j'ai fait une chose qu'il faut pas faire. Je suis mauvais, je me suis tapé les doigts après, mais je vais vous le dire quand même, parce que j'en ai honte et je veux me confesser. Heu, D'ailleurs, on va en parler rapidement de ça. Mais c'est une honte pas possible, quoi, que j'ai après sur le moment, en le faisant, je me rendais compte que c'était ridicule, quoi. Mais bon, bref. Heu, quand, heu quand je suis allé courir, vous savez, moi, quand je cours, j'écoute rien, sauf quand je suis sur la route, sur le bitume. Là, je me mets un truc dans les oreilles, mais dès que je mets un pied dans la forêt, je profite de ce moment-là, quoi. Et j'ai plein d'idées qui arrivent, de machins et tout. Et déjà, la première réflexion que j'ai eue, c'est que, aujourd'hui, on se sent beaucoup plus fragile qu'il fut un temps. C'est la En fait, j'avais dormi que 4 heures. Et j'étais en train de me dire: «Oh là là, mais d'aller courir juste avec 4 heures de sommeil, est-ce que c'est bien, pas bien?» Et après je me suis raisonné, je me suis dit: «Attends, là tu manques de sommeil de manière aiguë, pour la simple et bonne raison que hier tu étais avec des amis, tu es rentré super tard et que tu avais pas envie d'écaler ton sommeil, donc tu t'es quand même levé de bonne heure». Et voilà, et je suis allé courir et puis après la journée s'est passée. Donc en courant, je me suis dit: «On est quand même devenu une société hyper fragile, le moindre pet de travers». On confond en fait les problématiques, le manque de sommeil chronique et le manque de sommeil ponctuel. Le ponctuel ne dérange personne. Sinon les militaires, les sportifs de haut niveau et tout, ils auraient des scores misérables, ils seraient nuls. Mais manquer de sommeil sur une nuit, ça se rattrape et en plus, les performances ne sont pas impactées, très peu. En tout cas, on peut performer quand même. Mais ce dont j'ai honte, et je vais vous le dire, hein, c'est que quand j'étais en train de courir, je me suis fait dépasser par quelqu'un à un moment donné. Et vous savez, si vous courez régulièrement, que de se faire dépasser, heu, c'est normal puisque, enfin moi j'ai aucun problème avec ça, enfin j'ai pas d'ego, de fierté et tout, par rapport à ça, surtout que je suis pas un coureur, de performant, hein. Moi je cours pour, juste augmenter ma VO2 max, gagner mes points de mois en mois et c'est tout. Et en fait, mais là, j'avais lu un livre sur la course à pied qui expliquait justement que quand on se fait doubler, si on s'adapte au rythme de la personne qui nous a doublé, on se rend compte qu'on peut suivre. Et puis il y a une petite sécrétion d'adrénaline. Vous verrez quand vous courez, pensez à quelque chose qui vous énerve, qui fait monter l'adrénaline, vous allez voir que sans vous en rendre compte, vous allez courir plus vite. Donc ça, c'est un petit hack que je vous donne. Pensez à une situation où vous avez eu envie d'agir physiquement et même violemment parfois, un truc qui vous a mis un peu en colère. Pensez-y quand vous êtes en train de courir, vous allez avoir une petite sécrétion d'adrénaline et sans vous en rendre compte, votre rythme va augmenter. Bon bref, j'ai laissé passer ce bonhomme-là qui courait, un peu plus vite que moi et en fait, je me suis calé sur son rythme. Mais donc du coup, j'ai couru plus vite que d'habitude et je me suis rendu compte que c'était pas plus fatigant. Mais la chose à laquelle j'ai pas pensé, c'est que le pauvre gars devant, il faisait que de se retourner. Parce que lui, il avait peut-être envie de courir tranquille tout seul. Et moi, en fait, je lui collais au train. Enfin, pas non plus, à 4 foulées derrière lui, quoi, 4-5 foulées derrière lui. Et je le voyais à chaque virage, il met un petit coup d'œil, en arrière, discretos, quoi, pour voir où j'en étais. Et jusqu'à la fin, quasiment, je lui ai collé au train. Mais sur le moment, j'ai pas vraiment vu le mal et puis après je me suis dit: «Mais en fait, on me ferait ça, je serais dégoûté, quoi». Parce que vu que je suivais son rythme, s'il accélérait, j'accélérais aussi, quoi. Et j'ai vu le mal qu'après. Moi, je voyais juste le côté, je cours, et je sais que ça peut être moi, quelqu'un me fait ça, je suis dégoûté, quoi. Donc c'est pour ça, j'en ai un peu honte et je ferai en sorte de plus jamais le faire. Mais je tenais à en parler parce que je pense qu'on est nombreux à l'avoir vécu dans un sens comme dans l'autre, hein. Moi, si je sens quelqu'un qui est à mon train, à la limite, je vais plutôt ralentir, vas-y passe, et puis après voir, quoi. Donc heu, donc voilà, je sais pas pourquoi ah si, je vous ai raconté ça, par rapport à quoi d'ailleurs? Ah oui, par rapport aux idées qui viennent, pendant la course à pied, et que souvent on pense qu'on n'est pas capable de faire des choses alors que sur le moment, de manière aiguë, on peut encaisser beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress et quand même performer. On est devenu vraiment des on est devenu des grands fragiles
On a besoin vraiment que pour faire son sport avec son activité physique, on ait le bon sommeil et tout. Ça, c'est bien sur une année d'avoir un bon rythme. Mais de manière aiguë, heureusement qu'on peut tenir, hein, avec le manque de sommeil et tout. Quand ça commence à dépasser les 3-4 journées, déjà les militaires, je crois que c'est à partir de 72 heures. 72 heures avec un sommeil de très, très mauvaise qualité, même, privation de sommeil. Là, les militaires, je crois qu'ils leur niveau de performance, il passe à 10 quoi, par rapport à d'habitude et donc du coup, là, c'est vraiment très problématique. Mauvaise décision, enfin bon bref, la protection n'est plus assurée, quoi. Voilà. Bon, j'en reviens à combien de pas par jour pour perdre du poids. Donc, tu auras accès à la méthode qui adapte ton nombre de pas à ton poids, tes séances de muscu, ton objectif précis. Donc il y a plus d'approximation, de conseils vagues et tout. Là, tu as vraiment un plan basé sur une formule, personnalisée, quoi. Et tu vas aussi, je t'ai mis la tu vas savoir la différence entre la marche et les autres formes de cardio. Parce que c'est vrai, les gens, est-ce que c'est surcoté la marche aujourd'hui? Moi, je pense qu'un peu. Enfin, en tout cas, c'est surcoté, comme elle est vendue, enfin, tu prends ta kettlebell si tu as pas eu le temps de marcher, enfin, tu peux faire deux-trois trucs pour remplacer. La marche, c'est pas quelque chose. La marche, c'est l'idéal de marcher tout le temps dans son boulot et tout, mais ça sert à quoi de faire culpabiliser les gens qui peuvent pas marcher? Si vous bossez à un bureau et vous devez rester derrière votre écran parce que vous êtes en SAV, vous faites des choses comme ça, je connais pas la nature de votre métier, enfin peu importe d'ailleurs, on ça changera quand on pourra bosser avec des Apple Vision Pro, quoi. Ça s'appelle comme ça, je crois. Vous savez, les grosses lunettes. Bah, la sédentarité, vous voulez l'arrêter? Il faut qu'on soit tous sur Apple Vision Pro ou équivalent. Ça va peut-être venir. C'est-à-dire qu'on pourra bosser, ça sera plus du télétravail, ça sera du mobilité travail. On pourra bosser en faisant le tour de la forêt. Parce que, on aura son ordinateur sur ses lunettes. Bon ben là on sera là ça sera vraiment une grosse avancée. J'ai hâte de ce moment-là, quoi. Alors il y en a qui disent: «Vous imaginez, on va voir les gens bosser, en marchant dans la forêt». Ben pourquoi pas? Est-ce que c'est pas un lien, est-ce que c'est pas con de rester figé chez soi, toute la journée devant son écran, pour ceux qui télétravaillent ou dans un bureau à Pétaouchnok, dans les bouchons le matin et tout ça, alors qu'on pourrait juste, se dire: «Je bosse en mettant des lunettes». Bah, moi je suis pour, hein. Enfin, je pense que j'avais pas vu avant le truc comme ça. C'est vrai, quand il y a des nouveautés, on se dit: «Oh là là, les gens vont être de plus en plus immergés dans leur monde, leur méta-univers et tout». Mais, après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Il y a des gens déjà qui sont sur les jeux vidéo, connectés, ils ont pas besoin des méta-univers pour ça. Mais là, par contre, le boulot, si on l'applique, au monde professionnel, imaginez que toute votre bureau, votre, ordinateur, disque, machin et tout, donc cloud, le cloud là, vous savez les nuages, ce qu'on dit, le nuage en France, plus le fait de pouvoir bosser, à distance, avec des écrans mobiles, donc, dans des lunettes, mais vous imaginez le plaisir? Vous bossez partout. Hop, vous êtes dans la salle d'attente du médecin, c'est un peu trop long, vous enfilez vos lunettes, vous bossez. Et les lunettes permettent de quand même voir, ce qui se passe derrière, par transparence. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien pour le monde professionnel. Après, pour le divertissement et le lien social, non, mais on va s'y habituer, hein, aux gens avec des lunettes à un moment donné. Et puis les lunettes vont devenir de plus en plus esthétiques, puis c'est le futur, quoi. C'est le futur, même si je suis très nostalgique des années 90 et tout, le je suis, il y a quand même des choses dans le futur qui j'ai envie, quoi. L'IA et la médecine, moi, ça me plaît, par exemple. C'est je trouve ça bien. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très étrange. Et tout le monde en ce moment dit, «Oui, mais la médecine se sert de l'IA, mais vous inquiétez pas, l'IA est toujours contrôlée par un humain, à la fin». Mais moi, j'aimerais que ce soit l'inverse, en fait. Je voudrais que chaque professionnel de santé, à la fin, quand il a donné son diagnostic, soit contrôlé par une IA. C'est-à-dire qu'il pose son diagnostic: «Voilà mon diagnostic, l'individu me dit qu'il a ça, 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 je soupçonne ta, 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 je l'ai mis sous blablabla, bla, 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 et là, on envoie ça dans l'IA médicale et l'IA dit: «OK, j'aurais eu le même point de vue que toi» ou alors: «Ah attention, vous avez oublié que ça peut être ça, machin». Pour moi, c'est l'IA doit venir contrôler l'humain et c'est pas l'inverse. Parce que l'humain, il est censé être compétent, il a fait ses études et tout, donc OK, il prescrit, il fait tout ça. Mais si on veut vraiment upgrader l'humain, upgrader la médecine, c'est l'IA doit venir contrôler l'humain. Et d'ailleurs, les tests ont été faits, hein. IA seule,
humain plus IA et alors j'ai dit humain plus IA et IA seul, le meilleur score, c'est l'IA seul, le moins bon score, c'est l'humain seul et humain plus IA, c'est moins bon qu'IA seul. Donc et allez voir, les chiffres sont disponibles, hein. Donc aujourd'hui, c'est pas l'humain qui doit contrôler l'IA au niveau de la médecine, donc il doit contrôler les résultats de ce que donne, je parle dans un contexte médical, hein, je dis pas l'auto-traitement, l'autodiagnostic chez soi sur ChatGPT qui est très, problématique puisqu'on peut l'orienter comme on veut. Je parle vraiment de l'IA, médicale, machin. C'est elle qui doit contrôler le boulot du médecin. Enfin moi personnellement, je souhaiterais que le diagnostic du médecin que je vais voir soit contrôlé par une IA en sortie de ligne. Parce que j'ai envie d'avoir, que l'IA efface les biais qu'il pourrait avoir, quand il va élaborer le truc, quoi. C'est tout. Et c'est comme ça, hein, le monde avance. Bon bref, et ça n'enlèvera jamais les médecins, on a besoin de la relation humaine, hein. Donc allez voir tout ça, je vous ai mis les liens dans les notes de l'épisode et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.